Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, envisage de réaliser un test sur 200 000 foyers équipés de compteurs Linky. Alors, Enedis, la société, souhaite réduire leur consommation électrique pendant quelques heures en journée cet hiver. Cette mesure vise à expérimenter une limitation temporaire de la puissance électrique disponible pour les clients résidentiels. Alors, les clients équipés d'un compteur Linky verraient leur puissance réduite de 6 kVA à 3 kVA pendant quelques heures. On va revenir là-dessus. C'est l'équivalent à peu près à l'utilisation d'un réfrigérateur, d'un radiateur ou d'un ordinateur portable en charge. Alors le test sera effectué en une seule fois au cours d'une journée de travail et les foyers concernés seront tout de même prévenus à l'avance. Cependant, aucune compensation n'est envisagée pour le moment. Alors la date exacte du test n'est pas encore connue, mais il serait réalisé évidemment en l'hiver pendant cette période de forte demande en chauffage. Cette mesure vise à éviter une panne généralisée en cas de pic de consommation électrique et il s'agit, on le rappelle, d'une phase expérimentale sollicitée par le gouvernement, notamment pour protéger le réseau de distribution d'électricité. Alors l'État peut-il véritablement couper l'électricité à des foyers ? Ce test est-il seulement un test ou peut-il être un outil dans l'arsenal juridique prochain pour pouvoir imposer une dictature verte ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Philippe Charlès. Bonjour Philippe Charlès. Bonjour et merci. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes expert en questions énergétiques à l'Institut Sapiens. Je rappelle le titre de vos livres. Vous êtes l'auteur de Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle, l'utopie de la croissance verte aux éditions Jacques-Marie Lafon et puis les 10 commandements de la transition énergétique aux éditions VA. Et vous êtes avec nous ce matin pour parler donc justement de ces compteurs liquides, puis on va parler aussi du prix de l'énergie. Donc bien que l'État soit mieux préparé sur le plan énergétique par rapport à l'année précédente, il cherche tout de même la sécurité du réseau électrique pour éviter donc d'éventuels délestages. Est-ce qu'on est mieux préparé au délestage par rapport à l'année dernière ? Est-ce que vous croyez qu'on peut avoir des coupures encore cette année d'électricité ? Alors d'abord sur le compteur Linky, donc c'est pas une nouveauté puisque le test avait déjà été fait ou au moins annoncé. Je sais pas s'il a été fait, mais il avait été annoncé l'an dernier. Alors le fait de réduire la consommation en cas de pic pour que tout le monde ait de l'électricité, ça part plutôt d'une bonne idée. Ce qu'on peut critiquer, c'est le côté effectivement autoritaire et le fait en fait que le compteur Linky lui-même, qui est une numérisation de la distribution d'électricité, donne en fait le contrôle à distance de votre consommation d'électricité. Et donc, dans le principe, on pourrait imaginer, pour des raisons moins nobles que celles de la distribution d'électricité pour tout le monde, qu'un jour, on vous coupe l'électricité à distance pour d'autres raisons beaucoup moins avouables. Donc, autant l'idée n'est pas choquante d'essayer de lisser le réseau s'il y a un pic, autant la pratique et la possibilité de cette pratique à distance peut poser effectivement des problèmes c'est une façon un peu totalitaire de couper l'électricité aux gens sans leur avis, ce qui n'était pas possible avant avec un compteur non Linky. Mais alors justement, est-ce qu'il y a véritablement des possibles délestages d'électricité ? Il y a un vrai risque ? C'est là la question. Je dirais que la situation actuelle est nettement meilleure que la situation de l'an dernier. Et pour ça, on peut peut-être regarder sur 3 sources d'énergie. On peut quand même un petit peu reparler du pétrole, on peut parler du gaz et puis de l'électricité qui sont liés directement. Je vous propose de regarder les 3 et quand même d'essayer de rassurer nos auditeurs parce que je pense finalement, alors on peut toujours avoir un hiver extrêmement rigoureux, ce qui augmente fortement la consommation d'énergie, mais disons que les indicateurs montrent qu'on est plutôt dans une situation bien plus favorable pour cet hiver que par rapport à l'hiver dernier.
Donc ça, c'est tout de même, on va y revenir justement. Alors, on le dit, les clients équipés de compteurs Linky verraient leur puissance réduite de 6 kVA à 3 kVA pendant quelques heures. Alors, on dit que c'est l'équivalent de l'utilisation d'un réfrigérateur, d'un radiateur, d'un ordinateur portable en charge. Quel est véritablement l'impact de cette énergie sur les particuliers ? Je serais un petit peu plus pessimiste quand même, puisque si on passe de 6 à 3, ça veut dire qu'on divise la puissance par 2. Or, un ordinateur, un réfrigérateur et puis un radiateur ne vont pas représenter la moitié de la consommation d'un foyer par 2. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec les 3 kVA, on conserve 2 fonctions essentielles, c'est-à-dire l'eau chaude, l'éclairage, 3 fonctions essentielles, l'eau chaude, l'éclairage et le chauffage qui sont les fonctions vitales essentielles. Et donc, ça prive en effet de puissance additionnelle. Maintenant, un foyer ne consomme pas en permanence les 3 kVA, surtout dépendant de l'heure de la journée. Mais il faut quand même savoir que si délestage il y avait, c'est souvent à l'heure de pic, donc c'est-à-dire à l'heure de la demande la plus importante, ce qui veut dire plutôt l'hiver, tôt le matin, quand tout le monde se lève, prend sa douche, son petit déjeuner, et puis le soir quand on revient, où effectivement on fait la cuisine, on met la télé, etc. Donc ce qui veut dire que ça peut au moins priver les consommateurs du côté un peu plus ludique de l'électricité, mais avec 3 kVA, pas fondamentalement des fonctions vitales de l'électricité. Alors ici on a reçu donc Philippe Garnier, nous l'avions interviewé sur Ligne Droite, c'est un monsieur d'un certain âge qui s'était vu couper l'électricité par Enedis le 26 mai dernier et en cause parce qu'il ne voulait pas d'avoir un compteur Linky chez lui. Alors est-ce que vous comprenez cette crainte de ces personnes d'avoir un compteur Linky, parce que évidemment donc il y a quelque chose de pratique, mais on ne veut pas forcément... Alors le compteur Linky n'a pas que des désavantages. Voilà. C'est-à-dire que globalement, il permet de mieux contrôler votre consommation, de mieux gérer à distance. La numérisation n'est pas en soi un mal. Par contre, ça donne effectivement des moyens de contrôle à distance, et c'est la contrepartie, on va dire, la contrepartie du numérique. On le connaît sur tous les outils. Tous les outils peuvent avoir des effets pervers, et celui-là en est un. Mais d'une façon générale, le compteur Linky est quand même un progrès par rapport à ce qui existait avant. Oui, parce que vous nous parlez justement dans votre livre, les 10 commandements de la transition énergétique, aussi d'une sorte de dictature verte qui peut être possible, c'est-à-dire d'essayer d'imposer aussi une réduction d'énergie, et que ça peut être un outil, ce compteur Linky. On est tout à fait d'accord, c'est les effets pervers dont je vous parle, c'est-à-dire que tout outil de progrès, on le sait, dans l'histoire de l'humanité, a comporté des effets pervers. Imaginons par exemple aujourd'hui, le numérique est quand même un progrès dans les mains d'une dictature staliniste ou nazie. Je crois qu'ils en feraient pas l'usage le plus prolifique pour l'humanité. Donc effectivement, mais en soi, le compteur Linky est quand même, cette numérisation est quand même un progrès, puisqu'il permet notamment de beaucoup mieux gérer le réseau. Alors justement, on va revenir notamment sur ce débat sur le nucléaire. Et évidemment, nous sommes en opposition, notamment avec l'Allemagne. Nous sommes en guerre énergétique avec l'Allemagne, notamment sur la question du nucléaire. Est-ce que c'est justement parce qu'on a renoncé en partie à notre politique du nucléaire qu'aujourd'hui on a ces potentiels problèmes de délestage? Est-ce que ça pourrait pas être justement une solution plus qu'un contrôle par les compteurs Linky? Alors justement, par rapport à ce sujet, la situation actuelle du nucléaire est nettement meilleure que ce que l'était il y a un an. Je vous rappelle qu'il y a un an, à cette époque-ci, près de la moitié des réacteurs nucléaires étaient arrêtés pour maintenance, et puis des pannes, notamment de problèmes de soudure dans les circuits de refroidissement qui avaient été identifiés. Une grosse partie des réacteurs ont été remis en service, et donc notre situation électrique française aujourd'hui est nettement meilleure qu'il y a un an. Le débat sur le nucléaire avec l'Allemagne s'est un petit peu apaisé au cours des derniers mois, et notamment il y a eu un accord récemment signé pour essayer de lisser les prix de l'énergie sur ce qu'on appelle des contrats pour différence. Ça a été signé, si je ne m'abuse, le 14 octobre, donc c'est extrêmement récent. Alors c'est pas encore complètement efficient, puisque l'accord a été signé par le Conseil européen, doit seulement passer au Parlement.
Et le nucléaire, justement, est inclus là-dedans. C'est-à-dire que ces contrats pour différence où, quand le prix de l'électricité est trop élevé, le fournisseur rembourse par rapport à son super profit, et au contraire, quand le prix de l'électricité est trop bas, c'est l'État qui aide pour lisser un prix à peu près constant. Les Allemands refusaient que l'ancien nucléaire qui a déjà été payé et qui donc, comme dans le nucléaire, essentiellement ce qui fait le prix, c'est le prix des installations, c'est pas du tout le prix de l'uranium comparé au gaz où c'est complètement le contraire. Ce qu'on peut dire, c'est que les Allemands refusaient que le nucléaire historique entre dans cet accord. Et donc ils ont signé et ils sont d'accord maintenant pour que le nucléaire historique entre dans cet accord. Et donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même eu une convergence de vues assez positive pour la France, puisqu'en fait le prix de l'électricité va être lissé, sauf pour le gaz. Et donc ça veut dire que les pays qui ont une génération électrique gazière plus importante en cas de flambée du prix du gaz vont perdre en compétitivité par rapport à ceux qui ont moins de gaz. Donc ça veut dire que l'Allemagne et surtout l'Italie, l'Italie a 25% de génération électrique gazière, seront défavorisés. Donc on peut dire qu'il y a quand même eu de ce côté-là une convergence des vues. Et justement, il y a un an, vous étiez venu ici sur ligne droite, et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la période où notamment Bruno Le Maire avait mettait un col roulé, disait qu'il allait faire froid, disait que nous allions, c'était la fin de l'abondance, que ça allait être compliqué. On avait passé finalement un hiver assez tranquille. Enfin, en tout cas, il y a une il avait été très peu rigoureux. Il avait été très peu rigoureux. Alors justement là-dessus, un an après, aujourd'hui, on est mieux préparé cet hiver, on l'a dit. Et justement, quel a été le bilan de cet hiver prochain? Est-ce qu'on va retrouver les mêmes problèmes cet hiver? Donc, quels sont les points positifs? Donc, tout d'abord, on est arrivé, et je dois dire que de ce côté-là, je reconnais que j'avais été peut-être un petit peu pessimiste, c'est-à-dire que globalement, ce que j'avais dit, c'est qu'on importait tellement de gaz russe, ça représentait 40% de la consommation gazière européenne, qu'on aurait du mal à baisser ou à substituer d'autres sources au gaz russe qu'on n'importerait plus. Et en fait, on y est relativement bien arrivé. On importe toujours du gaz russe, mais on est quand même passé de 160 milliards de mètres cubes à 60 milliards de mètres cubes, donc c'est quand même une diminution considérable, et ça a été remplacé essentiellement par du gaz naturel liquéfié américain, qui est du gaz de schiste, d'ailleurs, il faut le savoir. Donc c'est-à-dire qu'on est devenu un des gros consommateurs de gaz de schiste dans le monde, et spécialement la France. Et ces imports ont permis de remplir notamment notre stockage de gaz, qui est rempli à 97% aujourd'hui. Il n'a jamais été autant rempli que cette année. Or, ça nous donne 3 à 4 mois de réserve, on va dire. Donc, ce qui veut dire qu'en cas d'hiver à peu près normal, même peut-être un peu plus froid que l'hiver dernier, on est assez confortable pour passer l'hiver au point de vue du gaz. Et quand on est confortable, généralement, il n'y a pas de tension sur les prix. Et s'il n'y a pas de tension sur le prix du gaz est quand même redescendu en dessous de 50 euros le mégawattheure. Il était monté à 200 euros l'hiver, pratiquement l'hiver dernier, ce qui portait le mégawattheure électrique à 500 euros, puisque pour fabriquer un mégawattheure électrique, il faut 2 à 2,5 mégawattheures gaziers, donc on multiplie par 2,5. Et il y avait eu ces boulangers qui ne pouvaient même plus travailler. Et aujourd'hui, on est plutôt revenu à une centaine d'euros le mégawattheure électrique, ce qui est encore un peu élevé par rapport aux 50, 60, 70 qu'on a connus avant 2021. Enfin, on est à des prix beaucoup plus raisonnables, et compte tenu des tensions que je ne ressens pas sur le gaz, on devrait maintenir un mégawattheure électrique à des prix corrects. Le temps d'implémenter ce nouveau mécanisme. Donc, je veux dire que je vois plutôt positivement l'avenir pour le gaz et pour l'électricité. Mais alors justement, pourquoi ce test sur 200 000 foyers alors si la situation n'a rien à voir avec l'année dernière? Simplement parce que on n'est jamais à l'abri d'avoir des froids extrêmement rigoureux l'hiver, et donc c'est pas tellement dû à une pénurie, c'est dû au fait que dans un pic de puissance
puisqu'en fait, quand il fait très froid, c'est pas une consommation lissée sur l'année et disons sur les réserves de gaz. C'est un pic de puissance électrique. On sait que le pic maximum de puissance électrique, c'était un peu plus de 100 mégawatts en 2012, parce qu'il y avait eu un froid extrêmement important. L'an dernier, on n'a jamais dépassé pas mégawatts, c'était 100 gigawatts, je veux dire. On n'avait pas dépassé l'an dernier les 80 gigawatts. Donc ça veut dire que ce serait au-delà probablement de 95 qu'on commencerait à faire du délestage. Donc la probabilité d'un délestage aujourd'hui, et compte tenu quand même du réchauffement climatique qui est là, il est quand même très improbable. Et donc bon, de faire un test, il faut toujours tester le système. Ça paraît logique. Donc ne voyons pas derrière ça de trop mauvaises intentions. Mais je le maintiens, le Linky de ce côté-là, dans les mains de quelqu'un qui aurait, comme vous dites, des idées fortes d'écologie punitive, peut par contre être un outil redoutable. Et justement, alors comment réduire sa consommation d'énergie cet hiver sans passer par ce contrôle de Linky? Comment mais donc ça veut dire que l'abondance ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas être économe en termes d'énergie. On connaît les économies. 80% de l'énergie consommée dans l'habitat, c'est de la chaleur. Donc ce qui veut dire que être économe sans du tout pénaliser sa santé ou en souffrir dans son habitat est quelque chose de fondamental. C'est valable d'ailleurs pour l'habitat résidentiel où les gens sont généralement économes parce qu'ils payent leur chauffage. On est beaucoup moins économe dans le tertiaire, donc c'est-à-dire dans les administrations, dans les écoles, dans les bureaux, où on sait que les surfaces sont énergétisées 80% du temps alors qu'elles ne sont occupées que 20 à 30% du temps. Donc de ce côté-là, il y a quand même beaucoup d'efforts à faire. On savait que l'an dernier, par exemple, on avait demandé que les bâtiments publics soient éteints la nuit, éventuellement que les enseignes soient éteintes à partir on avait parlé d'11h ou notamment ou la minuit, tour Eiffel qui etc. s'illumine plus. Les tours à la Défense, ce sont des consommations inutiles et qui peuvent tout à fait, notamment en cas de pic, éviter des délestages. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas, parce que la situation est meilleure, pour autant oublier les mesures de sobriété qui restent tout à fait positives. Vous connaissez mon point de vue, je suis un grand défenseur de la société de croissance, mais je considère qu'il nous faut faire du développement durable basé sur une croissance soutenable, et la croissance soutenable, ça veut dire consommer l'énergie qu'il faut et non pas la gaspiller. Mais justement, alors vous parliez de sobriété notamment, est-ce qu'on n'est pas vers cette course vers la sobriété toujours plus, et notamment avec un discours plutôt anxiogène là-dessus sur l'énergie? Alors le discours anxiogène, y absolument. D'ailleurs, je publie cette semaine une tribune dans Valeurs Actuelles sur est-ce que le climato-scepticisme ne va pas devenir un délit? Parce qu'aujourd'hui, étaient climato-sceptiques au départ ceux qui ne croyaient pas au réchauffement. Sont devenus climato-sceptiques ceux qui ne croient pas au réchauffement anthropique. Et maintenant deviennent climato-sceptiques ceux qui ne sont pas climato-catastrophistes. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas climato-catastrophiste, par construction, vous devenez un climato-sceptique. Et évidemment, le climato-catastrophisme, c'est-à-dire dans 4 ans tout s'effondre, demanderait, si j'ose dire, une sobriété absolue, et sobriété absolue égale par construction pauvreté absolue pour tous, il faut quand même le savoir. Donc il y a effectivement cette montée du discours dominant climato-catastrophiste qui m'inquiète profondément, et qui d'ailleurs est un peu, je vais dire, dans l'esprit général, qui cherche à attaquer la société occidentale telle qu'elle est. Les attaques ne viennent pas seulement, je vais dire, de l'islamisme, elles viennent aussi du climato-catastrophisme, comme elle vient du wokisme en général. Et le climato-catastrophisme est en fait une forme d'attaque et d'instrumentalisation du climat pour attaquer notre société de croissance. Je profite de l'occasion pour en parler parce que c'est extrêmement important aujourd'hui. Mais merci Philippe Charlès. Heureusement qu'on vous invite maintenant, parce que bientôt ce sera plus possible de ne pas inviter des gens qui ne sont pas climato-catastrophistes. Vous savez qu'il y a une loi qui doit être votée à l'Assemblée et qui interdirait le climato-scepticisme dans les médias. Oui, c'est vrai en janvier prochain. Merci. Donc on profite d'être avec vous ce matin. Voilà, profitez-en. Merci beaucoup. Charlès, je rappelle le titre de vos livres: Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle, puis l'utopie de la croissance verte aux éditions
éditions Jean-Marie Lafon et les 10 commandements de la transition énergétique aux éditions VA. Merci à vous et à Merci très de vite, votre j'espère. invitation.